Le jeûne musulman de cette année a connu son épilogue ce dimanche. Après plusieurs jours de privation et d'intenses prières, les fidèles sont en fête. Vêtus de leurs plus beaux habits, ces musulmans sont venus rendre grâce à Allah, le tout miséricordieux. Nous sommes ici à la place Idi de la mosquée centrale Ansaroudine de Koutongbe à Porto Novo. Le Ramadan, comme l'a dit dans le Coran, le 183e verset du 2e chapitre du Coran, Dieu dit: « Oh, vous qui croyez, je vous ai prescrit le jeûne, comme je l'ai prescrit à ceux qui vous ont précédés. » Et c'est pourquoi je vous ai prescrit ce jeûne, pour que vous soyez parmi ceux qui me craignent. Le jeûne de Ramadan, c'est la purification d'âme, parce que tout l'être humain a besoin de purifier son âme, de purifier son esprit, et pour qu'il se rajeunisse dans l'âme, il se rajeunisse dans l'adoration, il se rajeunisse dans la crainte d'Allah et dans la foi en Allah. Il est conseillé de consolider les pratiques pieuses du mois de Ramadan durant le reste de sa vie. 6 jours de jeûne supplémentaires est également indiqué selon la prescription du Saint-Coran. Et après le jeûne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a encore dit à ses fidèles: il serait bon à tout musulman après le mois de Ramadan, durant le 10e mois qui est Shawwal, de jeûner 6 jours. Que celui qui jeûne 29 soit 30 jours dans le Ramadan et qui jeûne encore 6 jours après le Ramadan, Dieu va lui accorder la récompense de celui qui a jeûné pendant toute une année. Prions tous les musulmans de ne pas rendre vain nos œuvres durant ce mois de Ramadan. Dieu dit: Ya ayyuha allazina amanu atiullah wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum. Que vos œuvres ne rendent pas avec vos propres mains de gâcher toutes les œuvres que vous avez faites pendant le mois de Ramadan. Nos adorations, nos prières nocturnes, les récitations du Coran, les sacrifices partout, par-ci, par-là, toutes les bonnes œuvres qu'on avait faites durant ce mois, Dieu nous exhorte de ne pas gâcher nos œuvres. Le fait de les gâcher, c'est de revenir encore en arrière pour toutes les mauvaises habitudes que chacun de nous avons et on avait laissé pendant le mois de Ramadan. C'est aussi l'occasion pour l'imam de la mosquée centrale Ansaroudine de Porto Novo de témoigner sa gratitude à l'endroit du président Talon et son gouvernement pour avoir calmé la tension qui régnait au sein de la communauté islamique de la ville. Au nom de la communauté musulmane de Porto Novo, on lui remercie pour ce qu'il nous a fait cette dernière semaine de Ramadan par rapport à une petite crise qui voulait se lever, qui voulait remonter, qui peut même rendre vaines nos œuvres durant ce mois. Vraiment, le président de la République, il a fait un bon père de la nation, il a calmé le jeu, la paix est revenue au sein de la communauté musulmane de Porto Novo et tout le monde est en joie et on a fêté en amour. Il a ramené l'amour au sein de notre communauté, il a ramené la paix de notre communauté. Nous prions Allah pour qu'il soit sur cette planète, qu'Allah soit avec lui, qu'Allah soit son compagnon, son guide et son collaborateur. Nous prions Allah que ce dernier moment a passé à la tête du pays, du Bénin, qu'il le passe dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. Et nous prions pour sa famille, pour tout le gouvernement, et nous prions Allah. Surtout, si on voit bien, le Ramadan 2026, notre pays serait au temps des élections. Et nous prions que ça se passe comme on a l'habitude de le voir dans notre pays, dans la paix. Que ce fin de Ramadan soit la prospérité, la joie, l'amour pour toute la nation béninoise et pour toute la communauté musulmane internationale. Rassurés d'avoir été exaucés, ces fidèles musulmans ont poursuivi les festivités dans les maisons à travers des communions autour de repas fraternels. C'est un code novateur d'autant plus que c'est un code qui colle à la réalité de l'Internet. C'est un code qui prend désormais en compte de tout ce qui concerne, bien sûr, la presse en ligne. Quand on parle de presse en ligne, c'est bel et bien des chaînes de télévision en ligne, des radios en ligne, des presses en ligne comme la presse écrite, bien sûr. C'est pour vous dire quoi? C'est un code novateur, d'autant plus que c'est un code qui comprend au total 33 articles. Écoutez,
quand je vous parle des 33 articles, c'est bel et bien 25 devoirs et 8 droits. Les journalistes ont des obligations et des droits. Donc, désormais, nous avons un code de 33 articles qui est attaché non seulement à la presse traditionnelle, mais à la presse en ligne, mais surtout des articles qui constituent d'une manière ou d'une autre de 25 obligations, c'est-à-dire 25 devoirs et 8 droits. Écoutez, quand vous prenez le nouveau code de déontologie de l'éthique, c'est un code qui est constitué du contexte. On a d'abord parlé du contexte dans lequel nous sommes en train d'améliorer la nouvelle monture parce que après 25 ans d'exercice de l'ancien code, il faut quand même marquer un arrêt. Il faut marquer un arrêt pour pouvoir savoir comment il faut relancer pour de bon. Donc, premièrement, c'est après 25 ans d'utilisation de l'ancien code que nous avons opté au toilettage. Après, quand vous prenez le nouveau code, c'est un code qui est composé bien sûr d'un préambule. Quand vous prenez le préambule, tout est bien dit dedans. Quand vous évoluez un peu, automatiquement, il y a ce qu'on appelle les glossaires. Le glossaire, c'est quoi? On a jugé bon de donner certaines définitions des explications que les journalistes par moment ne comprennent pas, comme sûreté de l'État, détresse émotionnelle, beaucoup d'expressions et de mots ainsi ont été définis dans le glossaire. Après ça, il y a maintenant les 33 articles proprement dits. Et ces articles, écoutez, tel que je l'ai dit à l'entame, c'est des articles qui cadrent avec la réalité aujourd'hui de la presse traditionnelle et de la presse en ligne. Après ces 33 articles, toujours dans le code, le nouveau code de déontologie et de l'éthique, nous avons ce qu'on n'entend pas des perspectives, des recommandations, des directives. Ne voyez pas que c'est une très bonne chose. Autrement dit, si vous prenez aujourd'hui le code, le nouveau code que nous sommes en train de vulgariser, c'est un code novateur, c'est un code qui remplit beaucoup de conditions pour le journaliste. C'est un code, écoutez, c'est notre bréviaire. Et je pense quand même qu'à l'état actuel des choses, nous ne pouvons pas comparer le nouveau code que nous avons. Nous ne pouvons pas comparer la qualité du nouveau code que nous avons avec la qualité d'autres codes de la sous-région. Moi, j'aime bien les t-shirts moulants. Quand tu de ma tête, tu me vois direct, tu sais que bon, je ne veux pas porter les trucs cintrés. Du coup, j'aime les trucs qui ont plus d'espace et je me sens libre dans ma peau. Et puis, les trucs qui sont à la mode. On est jeune avec le temps, bon, tu dois sortir, faire des trucs. Donc, ce que tu dois porter, il faut que ça soit un peu drip. Quand on te voit, on sait que bon, toi, tu connais. Ouais, c'est ça, les casquettes, les t-shirts, les pantalons, les chaussures et tout. Le style vestimentaire que moi je préfère, c'est les chemises en soie ou bien en satin, et puis les jeans. C'est parce que c'est ample et tout. Et puis j'aime bien aussi les t-shirts sur les jeans, j'aime bien les jupes aussi avec des tops. Moi j'aime bien ça parce que d'abord c'est ample, je suis à l'aise dessus. Et puis je trouve que c'est sexy aussi, ça montre bien mes formes et tout. Voilà, les jupes avec top. Les chemises, c'est professionnel, ça va partout, je trouve. J'aime beaucoup plus le style classique, c'est-à-dire les t-shirts, les bombas. Ça dépend aussi de la tendance. Et aussi les chemises en soie et autres. Parce que ça reflète un peu plus ma personnalité. Je suis du genre ne pas porter des trucs serrés. Je suis du genre relax, quoi. Donc je préfère plus mettre les bombas, les t-shirts, et voilà. Nos jeunes, là, ce qu'ils font là, ils s'habillent débraillement. Mais maintenant, je dis, donc, de propre. Tu as vu, non? Parce que nos jeunes là, ils sont agités. Et ce n'est pas bon.
nos jeunes là, ils sont agités. Mais ce n'est pas bon. Hein? Bon, aujourd'hui, les jeunes s'habillent de façon dépraillée. Et bon, d'autres portent des jeans déchirés et des habits à ciel ouvert. Le style vestimentaire des jeunes. Bon, la jeunesse, elle s'habille en son temps. Elle s'habille comme à son époque. J'ai mon regard personnel là-dessus. Il n'est pas critique, il n'est pas non plus appréciatif. Mais j'ai quand même mon regard sur le style vestimentaire des jeunes. Ils sont comme ils sont. Je ne vais pas les pointer du doigt, mais ils sont comme ils sont. Voilà. Et parfois, on voit des styles qui sont à décrier. D'accord, on voit des styles qui sont à décrier, mais est-ce que c'est suffisant pour leur porter un regard? Je ne suis pas de leur époque, donc je ne peux pas clairement porter un jugement de valeur sur le style vestimentaire. C'est un peu ça, quoi. Donc, tout ce qui vient de l'Europe, là, c'est ça que nous on copie ici. Donc, on n'a pas à s'imposer. Donc, d'une manière ou d'une autre, on est obligé de les suivre. Parce que les télévisions, tout ça là, montrent que on les suit. Les habillements, tout ça là. Or, nous sommes africains. Je crois que nos habits nous sied ici. Par exemple, quand moi j'étais au nord à Parakou, les lundis et les vendredis, nous sommes en tenue locale. C'est très beau, c'est joli. Mais quand tu viens à côté, tu portes ça là, on te regarde même pas. C'est comme si tu es venu du village, quoi. Donc, moi, je vois que c'est l'Occident qui nous a colonisés. Et puis, bon, on est obligé de faire avec. Quand tu vas rester dans un groupe, tu es obligé de... C'est tout ce que nous vivons actuellement. Donc, nous, étant conseil jeune, les dit, on va donner une idée, habillé de l'eau ample et non loin. Parce qu'ils ont déjà copié l'Occident de telle manière qu'ils sont déjà habitués à ça. On ne peut leur rien faire par rapport à ça. Mais on peut les conseiller quand même. Quand vous le sortez là, quand tu portes l'habit local, c'est très joli et tout ça. Donc moi je crois que c'est les tailleurs qui vont plutôt manager sur ce plan. La Ghana Boxing Authority a présenté ses condoléances au Nigeria Boxing Board of Control et à tous les amateurs de la boxe au Ghana et dans le monde. C'était à la suite de la mort du boxeur nigérian Gabriel Oluwasegun Olaremwagu. L'homme de 40 ans, surnommé Success, s'est effondré samedi sur le ring lors d'un combat crucial contre le Ghanéen Jonathan Mbanungu, 22 ans, dans le cadre de la Ligue professionnelle de boxe du Ghana à Accra. Le décès de Gabriel Oluwasegun a été constaté à l'hôpital universitaire de Korle-Bu aux premières heures de dimanche. Le match, un combat international de 8 rounds organisé par Osibor Boxing Promotion, en était à son 3e round lorsque le malheureux événement s'est produit. Success avait fait ses débuts le 30 juillet 2019. Il était classé 448e mondial avec un taux de KO de 92,31%. Le corps du natif de Lagos a été déposé à l'hôpital universitaire Korle-Bu d'Accra en attendant l'autopsie. Des centaines de fidèles musulmans se sont rassemblés dimanche à Goma pour célébrer l'Aïd al-Fitr, marquant la fin du mois sacré de Ramadan. Pour les musulmans de cette ville congolaise occupée par les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, la journée revêt une signification particulière. Au-delà du rituel religieux, c'est un moment d'unité et d'espoir, une occasion de lancer un appel vibrant pour la paix. Nous voulons être unis. Nous prions que Dieu nous aide à avoir la paix. Qu'il n'y ait plus de division entre musulmans. Hommes, femmes et enfants se prosternent dans un même élan de ferveur. Leurs visages, empreints de foi, reflètent une profonde espérance. Leurs voix s'élèvent en chœur pour implorer un avenir meilleur où la paix et la sécurité seront de retour dans l'est de leur pays. Nous avons la foi que grâce au mois sacré que nous venons d'observer, nos prières seront entendues et nous allons vivre en paix, car nous voulons vivre en paix comme avant.
Au cœur de la foule, les imams rappellent l'importance de la solidarité et de la prière dans cette période trouble. Ici, on a prié ensemble, l'un à côté de l'autre, sans tenir compte de nos différences linguistiques, physiques, culturelles, ethniques. Et nous voulons que ces messages soient une leçon aux dirigeants de la RDC, donc aux protagonistes au conflit, entre autres le gouvernement de la RDC et l'AFC M23. Le ramadan de cette année a été marqué par la prise de Goma par le mouvement du M23. L'insécurité qui règne dans la ville a profondément impacté les pratiques et traditions religieuses. Malgré les défis, la communauté musulmane de Goma célèbre cette occasion avec ferveur et joie, renforçant ainsi les liens de fraternité et d'unité au sein de la société. Goma, Malaika Élysée, Africa News. Un modèle de solidarité et de coopération entre la Chine et l'Afrique, c'est ainsi que le chef de la diplomatie chinoise a qualifié les relations entre son pays et la République du Congo, alors qu'il recevait vendredi à Beijing son homologue congolais Jean-Claude Gakoso. En toile de fond de la rencontre dans la capitale chinoise, la mise en œuvre des résultats du FOCAC 2024, en particulier les 10 actions de partenariat. Pékin a dans la foulée exprimé sa disponibilité à travailler dans ce sens avec Brazzaville. Une volonté affichée aussi par le Congo qui assure la coprésidence du FOCAC. La Chine et la République du Congo entretiennent des relations depuis au moins 60 ans. Alors que la campagne électorale pour l'élection présidentielle au Gabon débute ce 29 mars, plusieurs organisations de la société civile, partis politiques et autres regroupements continuent d'adhérer au Rassemblement des bâtisseurs, un mouvement politique créé par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour les Gabonais, c'est le parti de Brice Clotaire Oligui Nguema, même si pour les élections présidentielles, c'est un mouvement tout simplement pour porter sa candidature. À travers cette démarche, les organisateurs entendent maintenir un élan et amplifier le message du RDB à travers tout le pays, en invitant chaque adhérent à devenir un ambassadeur du mouvement. Le Rassemblement des bâtisseurs a présenté une vision qui est celle de bâtir le Gabon à travers la reconstruction de l'ordre gabonais, à travers la mise en place des politiques publiques idéales, à travers la construction des infrastructures durables. En 18 mois, nous avons vu des choses sortir de terre dont on n'espérait plus dans notre pays. Et tout modestement, nous pensons que les Gabonais lui doivent cette mandature. Ces ralliements, pour cet analyste politique, répondent à une logique des ambitions et des intérêts. Il est question de se positionner de telle manière que pour l'avenir, on ait la meilleure part. On est de la meilleure part. Et donc, c'est la recherche non seulement des meilleures postures, mais également des positions les plus favorables à l'adhésion massive du peuple. L'élection présidentielle du 12 avril prochain va se jouer entre une femme et 7 hommes, dont Brice Clotaire Oligui Nguema, le président de la transition, et l'ex-premier ministre Alain-Claude Bilibizé. La particularité, c'est qu'aucun de ces candidats ne va représenter une formation politique. Cela ne s'était jamais passé depuis l'avènement du multipartisme au Gabon dans les années 90. Jérôme Wilfried Obangom, à Libreville, pour Africa News. La liberté pour Moussa Dadis Camara. Alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement de 20 ans, l'ex-président de la Guinée a bénéficié vendredi d'une grâce présidentielle accordée par Mamadi Doumbouya, le président de la transition. Un geste pour raison de santé selon le décret présidentiel. Moussa Dadis Camara a été condamné en juillet de l'année dernière pour crime contre l'humanité. La justice guinéenne ayant reconnu sa responsabilité en qualité de chef hiérarchique dans le cadre des massacres du 28 septembre 2009 dans un stade à Conakry, la capitale. La répression d'un rassemblement de l'opposition contre la candidature de Dadis Camara à l'élection présidentielle s'était soldée par la mort d'au moins 156 personnes ce jour-là, alors qu'au moins 106 femmes avaient été violées selon l'ONU.
Le capitaine Moussa Dadis Camara a dirigé la Guinée entre 2008 et 2009. Il avait été blessé par balle en décembre 2009 par son aide de camp Aboubakar Toumba Diakité, alors que les massacres du stade divisaient déjà son régime. Après sa chute, il s'était exilé au Burkina Faso. Reste à savoir si sa libération décidée par le général Doumbouya passera comme lettre à la poste, même si le gouvernement guinéen s'est engagé à prendre en charge les frais d'indemnisation des victimes. Au moins 12 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées à la suite du déplacement de plus de 260 éléphants à la frontière entre la Zambie et le Malawi. Des communautés agricoles demandent des réparations et menacent dans la foulée de poursuivre en justice un groupe international de protection des animaux. 10 personnes vivant près du parc national de Kasungu, à la frontière entre le Malawi et la Zambie, affirment que leur vie a été ruinée par l'arrivée des éléphants en 2022. Les pachydermes ne respecteraient pas les limites qui les séparent des habitats des riverains. Une organisation locale à but non lucratif a recensé plus de 11 000 personnes ayant subi des dommages aux biens, des blessures corporelles ou la mort d'un membre de leur famille à cause de l'action des animaux et a estimé les dommages à des millions de dollars. Le changement climatique a entraîné une concurrence accrue entre les hommes et les animaux pour les ressources telles que la nourriture et l'eau. Les conflits hommes-animaux sont récurrents dans plusieurs pays d'Afrique. Sur ces images, le général Khalbourane et ses hommes célébraient la prise du palais présidentiel à Khartoum, contrôlé par les forces de soutien rapide depuis le début de la guerre au Soudan, il y a 2 ans. L'armée soudanaise revendique désormais le contrôle de la quasi-totalité des quartiers de la capitale. Galvanisé par ses victoires, Khalbourane exclut toute négociation avec les FSR de Mohamed Hamdaglo, le président du Conseil souverain, a promis samedi l'amnistie aux rebelles qui déposeraient les armes. Khartoum, Al Jazeera, le Nil Blanc, le Kordofan du Nord et autres, les troupes du général Khalbourane ont gagné du terrain ces dernières semaines face aux forces de soutien rapide. Les deux camps s'affrontent depuis avril 2023. La guerre a déjà fait des dizaines de milliers de morts et 14 millions de déplacés selon l'Organisation des Nations Unies. Le conflit est aussi à l'origine d'une crise humanitaire aiguë, alors que les dirigeants des deux factions sont dans le viseur de la communauté internationale. Ils sont accusés d'atrocités. La Birmanie est encore sous le choc après le tremblement de terre qui a fait plus de 1600 morts et 3400 blessés vendredi. La communauté internationale est attendue au chevet de ce pays parmi les plus pauvres de la planète. Le risque de famine dans ce pays était déjà important avant le drame. Bien avant ce tremblement de terre, plus de 19 millions de personnes avaient besoin d'une aide humanitaire. 15 millions souffraient d'une faim aiguë et 3,5 millions d'autres étaient déjà déplacés. Les niveaux de vulnérabilité sont donc énormes. Le fait d'avoir été frappé par un tremblement de terre de cette taille et de cette ampleur va vraiment pousser la population à bout. C'est pourquoi il est essentiel que la communauté internationale apporte son soutien. L'OMS a déclenché son système de gestion des urgences. L'Union européenne a débloqué 2,5 millions d'euros en attendant d'évaluer les besoins sur le terrain, alors que la Chine, l'Inde et la Thaïlande ont aussi promis d'assister le pays. Reste l'épineuse question de l'acheminement de l'aide.